Bonjour à tous, émission spéciale à l'occasion du Sommet du Grand Paris, 10e anniversaire du Grand Paris, avec un débat sur quel aménagement durable pour les communes du Grand Paris. Nous accueillons ici 4 invités dans cette émission qui sera diffusée sur Public Sénat et sur latribune.fr. Nous accueillons le maire de Saint-Denis. Bonsoir, monsieur Mathieu Hanotin. Bonsoir. Avec vous, nous débattrons bien sûr sur cette question de l'aménagement. Une commune qui va être au cœur aussi de la préparation des JO. Les JO qui ont beaucoup été évoqués durant ces échanges, durant toute la journée, mais pas que. Bien sûr, on parlera de la question, bien sûr, des fractures sociales également sur votre commune. Et puis, la relance économique, est-ce qu'elle peut se faire à l'occasion, bien entendu, de ces nouveaux projets urbains que vous comptez développer à l'échelle de votre commune. À votre gauche, nous accueillons Hélène de Comarmont. Vous êtes maire de Cachan. Vous aussi élu au mois de juin. Nous évoquerons aussi la question de l'aménagement durable dans une commune du Val-de-Marne. Voilà, ça sera l'occasion de parler de vos projets et comment vous comptez-vous concilier logement et aussi transition écologique et quelles sont les attentes de vos concitoyens. Nous accueillons Rémi Vialcollet, directeur régional de Vinci Immobilier. Comment les entreprises et les partenaires comme Vinci Immobilier, un partenaire des maires, pour bâtir cette ville durable, comment cet aménagement évolue dans les aspirations nouvelles des maires, mais aussi de vos clients, qui sont eux aussi les consommateurs. Et enfin, le professeur Carlos Moreno, qui est le directeur scientifique de la chaire ETI à la Sorbonne. Notamment, c'est vous qui avez développé ce concept de la ville du quart d'heure, qui non seulement a retenu l'attention des Parisiens, mais qui s'exporte partout dans le monde. Nous détaillerons, est-ce que cette ville du quart d'heure peut se décliner à l'échelle de la métropole de Paris. Mathieu Hanotin, vous avez été élu nouveau maire de Saint-Denis, c'était en juin. Ça vous semble très loin, non, depuis? Oui, j'avoue que les semaines passent assez rapidement. Mathieu Hanotin, je disais finalement, être maire en 2020, pour un mandat qui va durer 6 ans, c'est être maire de tous les défis, dans un contexte sanitaire inédit, dans une crise économique dont on voit les premiers effets dans ces premiers jours, une crise sociale. J'allais dire, comment aujourd'hui être un maire à l'heure de toutes ces crises et de tous ces enjeux de transition? En tout cas, à l'évidence, les maires sont en première ligne. Et à travers les maires, en fait, c'est les services publics locaux. Et on l'a vu, et ça fait le lien par ailleurs avec tout ce qu'a pu écrire Carlos, qui on a déjà débattu de tous ces sujets à de nombreuses reprises. Mais c'est l'enjeu qui se retrouve à travers la crise du Covid, mais aussi de la crise économique, c'est comment est-ce qu'on a une forme de réappropriation locale avec des nouveaux systèmes de solidarité qui se mettent en place, des nouvelles entraides et dans lesquelles, à l'évidence, les services publics locaux ont un énorme rôle à jouer. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de penser en termes de changement de la ville, une ville plus humaine quelque part, une ville qui prend soin de ses concitoyens. Et avec les défis, effectivement, c'est bien de faire tout, effectivement, comme on essaie à échelle humaine. Si à la fin, les gens, ils n'ont pas de boulot, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est comment est-ce qu'on intègre ces perspectives d'une ville qui vit mieux à une échelle qui marche mieux, avec des réalités très terre à terre, très quotidiennes, qui sont et celles de l'emploi d'un côté et celles de comment est-ce qu'on organise à l'échelle de villes comme les miennes dans lesquelles il y a de nombreuses fractures. Eh bien, le b.a-ba du quotidien, le droit à la sécurité, le droit à une ville propre, le droit à un logement digne. Voilà, quand on connaît la réalité, on parlait en avant-propos de la question du logement qui va être à l'évidence cruciale dans les années à venir. Justement, Mathieu Hanotin, c'était la déclaration de Nicolas Sarkozy ce matin, quand on lui a posé la question c'est quoi le prochain enjeu de la prochaine décennie? Il a évoqué que les infrastructures et le Grand Paris Express, qui est toujours en cours, c'était le chantier de la première décennie, mais celui-ci, en tous les cas pour la deuxième décennie, c'était le logement. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous faites face à cette forte demande en matière de logement sur votre commune? Et puisque vous êtes nouveau maire, comment vous arrivez à la fois à gérer ce que j'appellerais le court terme et le moyen-long terme? Court terme parce que, vous l'aurez compris, et ça a été beaucoup dit à la fois par Patrick Ollier et Bruno Le Maire ce matin, il y a une urgence à relancer l'activité économique, à relancer les chantiers, à faire travailler dans tout le secteur du bâtiment, des travaux publics.
Et à la fois, il y a la nécessité pour, j'imagine, un jeune maire comme vous, de prendre son temps, de se familiariser avec son administration, d'étudier les projets sur la commune. Comment concilier à la fois l'urgence économique de lancer de manière très active des grands projets structurants dans votre commune de Saint-Denis et à la fois cette urgence économique de relancer l'activité? Alors, il y a beaucoup de questions là dans votre propos. Je vais commencer par votre commencement sur la question de Nicolas Sarkozy. Moi, ça ne surprendra personne, je n'ai pas souvent été d'accord avec Nicolas Sarkozy, mais je lui reconnais une vraie chose, c'est d'avoir quand même été le président de la République qui a eu, finalement, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est le seul qui a essayé de se poser la question du Grand Paris avec une vraie vision sur les choses. Et on l'a vu avec des résultats concrets qui arrivent maintenant, vous l'avez cité vous-même, avec la question du Grand Paris Express. Quelque part, sans tous ces travaux qui sont nés pendant son quinquennat, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je le rejoins sur ce point, sur la question du logement. Alors, je ne sais pas si le défi du logement, il faut voir d'ailleurs ce qu'on met derrière. Il y a la question du volume. À l'évidence, on a une crise du logement. Enfin, en même temps, moi, j'ai 42 ans et depuis que je m'intéresse à la politique, il y a une crise du logement. Donc, notez bien que c'est quand même pas quelque chose qui est... Il y a une crise tout court, en même temps, économique aussi. Donc, comme ça, tout ça est très cohérent. Donc, quand on est dans la crise permanente, c'est plus une crise. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de politique de droit commun qui sont défaillantes. Je pense que le défi de la crise du logement à l'échelle de la métropole parisienne, il y a la question du volume, où là, il faut créer des outils pour produire plus. Ça veut dire aussi probablement produire mieux. Mais le vrai défi, il est sur résoudre aujourd'hui comment dire, les antagonismes de la métropolisation. Le vrai sujet qui est devant nous, c'est est-ce qu'on va vers un modèle, parce que là, on y va, est-ce qu'on l'empêche, un modèle de séparatisme social à l'échelle de la métropole, ou est-ce qu'on arrive à construire autre chose? C'est ce que j'ai essayé de décrire dans ma vision pour la ville de Saint-Denis, pour Pleine Commune, dont j'ai l'honneur d'être le président, autour d'essayer de construire une ville équilibrée. Ça, une ville équilibrée dans une métropole équilibrée, la question de l'équilibre, je pense qu'elle sera au cœur, elle doit être en tout cas au cœur du projet métropolitain. Sinon, si on n'agit pas d'un point de vue politique, on va tout droit vers une forme de séparatisme social. Je ne sais pas si vous me laissez une minute pour vous dire sur le reste de votre question, mais oui, c'est l'arbitrage permanent. En même temps, des projets à faire maintenant pour lesquels il nous manque de l'argent, on en a plein. Voilà, donc c'est un message à l'État. Je sais qu'il y a le plan de relance là qui arrive. On a bien travaillé avec l'État là sur cette fin d'année 2020. Il faut que l'ambition, pour accompagner les collectivités qui peuvent vite dépenser de l'argent pour relancer la machine, elle soit là, elle soit soutenue et elle soit continue sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour éviter les aspects d'effets d'annonce qui font pchit derrière. Hélène de Comarmont, justement, qui est avec nous, maire de Cachan. Même question, réaction à la vision, à la proposition ce matin de Nicolas Sarkozy de dire l'enjeu de cette prochaine décennie, c'est de faire le grand pari du logement. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans les attentes de vos concitoyens? Alors, oui, le logement est un enjeu majeur de la métropole, de la région Île-de-France, de nos villes. Je voudrais juste un petit peu moduler les choses. Ce n'est pas l'enjeu des 10 ans qui viennent. C'est un enjeu qui existait déjà depuis des décennies. Et donc, quelque part, moi, ça me gêne un peu qu'on dise il y avait besoin de transport, maintenant il y a besoin de logement. Non. La problématique du logement en Île-de-France, elle existe depuis très longtemps. Et la problématique de la fracture sociale, du fait que des populations quittent le cœur de Paris, cette problématique, elle existe depuis très longtemps. Et pour moi, la vraie question, c'est comment on répond à cet enjeu-là. Comment on répond à cet enjeu-là? Et je ne suis pas sûre d'avoir les mêmes solutions que Nicolas Sarkozy, pour le coup. Et je rejoins ce que disait Mathieu Hanotin. Vous avez le droit. Je pense que répondre à cet enjeu-là, c'est comment on fait en sorte que les populations aujourd'hui franciliennes de la métropole puissent rester dans la métropole. Moi, dans ma ville, comment je fais pour que les enfants des gens qui vivent à Cachan, des Cachanais, puissent rester là? Et là, la question, c'est quelle politique publique on met en face. Et les politiques publiques à mettre en face, notamment, c'est la question du logement social.
par exemple, du logement intermédiaire, de faire en sorte que le logement et les prix de l'immobilier n'explosent pas. Moi, dans ma ville, plus 17% en 5 ans du prix de l'immobilier, avec justement le Grand Paris Express, on voit une explosion totale de tout ça. Donc pour moi, le rôle des élus, des maires, de la maire que je suis et des politiques publiques, c'est précisément de répondre à cette question-là et d'essayer de développer les outils pour répondre à cette question-là avec justement l'intervention publique. Et à cet égard, on ne peut pas dire qu'on soit tellement aidé en ce moment avec des politiques qui sont portées par le gouvernement qui ne vont vraiment pas dans le sens d'accompagner les collectivités pour développer du logement social, une loi Elan qui nous incite à vendre, qui nous incite à fusionner nos offices publics de l'habitat et donc qui, moi, de mon point de vue, nous emmène plutôt dans une histoire qui n'est pas nécessairement celle des habitants. Et pour moi, être maire, c'est d'abord être maire des citoyens et des habitants. Et je pense que cette question-là, il faut la visiter de cette manière-là. Et autre chose sur le logement, je pense que ça converge aussi avec beaucoup d'autres sujets. La question du cadre de vie, la question de la mixité sociale, la question du développement écologique de nos territoires, en même temps que la densification de la ville. Comment est-ce qu'on est dans ces histoires-là aujourd'hui et demain? Et effectivement, il y a sacrément de défis à relever. Rémi Valcollet, vous êtes le directeur régional d'Île-de-France Vinci. On a l'impression qu'on démarre une sorte de révolution de la ville à l'aube de ce nouveau mandat, de ces nouveaux maires qui ont été élus en juin dernier. Comment vous, Vinci Immobilier, vous adaptez par rapport à ces demandes, à ces nouveaux besoins qu'ont les maires? Comment justement on essaie d'être un acteur du logement et de répondre mieux aux attentes des maires? Alors nous sommes partenaires des élus depuis un moment et c'est vrai que la période est compliquée et ça permet d'en tirer certains enseignements. Le besoin de logement, il n'est pas neuf, hein, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Effectivement, aujourd'hui, on le voit en Île-de-France, hein, moins 60% sur l'offre de logements proposée cette année par rapport à l'année dernière. Donc c'est qu'il y avait l'impact des élections municipales, mais c'est pas que ça. Et donc la raréfaction de l'offre contribue pas à ce que les prix se tiennent déjà. Donc les enjeux sont multiples. Le premier, c'est que les gens puissent se loger dans de bonnes conditions et de manière accessible, que les opérations qu'on réalise viennent contribuer à améliorer ou ne pas détériorer déjà, mais au moins améliorer le cadre de vie dans les usages et dans l'environnement. Et donc c'est chaque point qu'on aborde et c'est pas nouveau, hein, mais sur la mixité sociale, on travaille avec des bailleurs sociaux, ça c'est les solutions classiques. On travaille aussi des systèmes d'accession progressive à la propriété. On travaille avec la Caisse des dépôts, le logement accessible contractualisé, enfin le logement abordable contractualisé, le LAC. Enfin, il y a toute une gamme de logements, que ce soit en locatif d'ailleurs ou en accession à la propriété, qui est possible. Ça, simplement, il faut savoir, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le construire quelque part, et donc il faut qu'on ait l'autorisation de construire. Ça, c'est le premier sujet. Après, sur les usages, sur les usages, effectivement, on est dans un moment où nous nous demandons effectivement l'immobilier de bureau, comment vont les gens vont télétravailler, même à titre personnel. Hein, dans mon équipe en Île-de-France, aujourd'hui, on est à 2 jours de télétravail. Est-ce que c'est pérenne, pas pérenne? Est-ce que ce sera plus? Donc, on comprend que le secteur du tertiaire se pose des questions. Donc, on travaille des pistes. Sur ce sujet-là, justement, on recevait la semaine dernière la directrice générale de l'APUR qui disait finalement le sujet de la densité n'est plus un sujet à vouloir absolument densité pour bâtir, construire, mais c'est plutôt de se tourner sur la densité de l'usage. On voit qu'aujourd'hui, nos immeubles, un certain nombre justement de bâtiments ne sont pas exploités à 100%, donc dashboard, apportons une sorte de photographie, une analyse, on en parlera tout à l'heure avec Carlos Moreno, mais essayons de penser plutôt mixité de l'usage pardonnez-moi, densité de l'usage que plutôt densité à vouloir absolument construire pour construire. Dans ce débat-là, vous, quel est votre avis chez Vinci?
Effectivement, il y a plein de zones où on peut construire sur des choses déjà bâties, refaire, réhabiliter ou même démolir et refaire, donc sans aller artificialiser d'autres zones. Le territoire de Saint-Denis, il y a quelques sujets industriels, mais à d'autres endroits, on rachète des immeubles de bureaux qui sont vides, qui sont des IGH des années 60, et on vient refaire des choses dedans avec une mixité d'usage, du co-living, du coworking, et on vient désartificialiser ces parcelles et recréer de la biodiversité. Donc, je pense qu'en Ile-de-France, on a beaucoup de choses à faire sur des sites qui sont déjà mal exploités, des parkings qui n'ont plus lieu d'être, etc. Enfin, plein de choses à faire. Alors, encore une fois, après, ce sont des équilibres économiques qui sont souvent difficiles, mais en partenariat, on y arrive. Enfin, voilà. On reviendra justement sur un sujet qui a beaucoup occupé, on va dire, les débats de la journée, c'est notamment la préparation des JO. Vous êtes, maire, sur la commune de Saint-Denis, avec, je crois, justement, le village. On en parlera tout à l'heure avec monsieur le maire. Une partie. Carlos Moreno. La partie la plus importante, parce que c'est celle qui est à Saint-Denis, donc forcément. Carlos Moreno, vous êtes le directeur scientifique de la chaire ETI à la Sorbonne. C'est vous qui avez porté ce concept de la ville du quart d'heure. Quand vous écoutez nos nouveaux maires qui sont élus maintenant depuis le mois de juin, face à des urgences comme jamais, finalement, on aura pu connaître dans notre 5e République, réinventer la ville, justement par la logique d'une nouvelle proximité, c'est-à-dire rapprocher le travail, le lieu du domicile, en tout cas avec cet objectif, bien sûr, d'avoir une empreinte carbone plus faible qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on est préparé à faire cette révolution de la ville? Est-ce que les maires eux-mêmes ont envie de la faire? Merci Jean-Christophe. Et la question aujourd'hui est tout à fait pertinente et j'ai le plaisir de réfléchir à l'avenir, mais aussi sur les terrains, donc travailler avec les maires et d'être donc au combat aussi pour mieux nourrir ces réflexions et qu'elles débouchent sur des propositions tout à fait concrètes. J'ai écouté un instant par rapport à cette décennie du droit au logement qu'évoquait Nicolas Sarkozy, avec tout le respect que je lui dois à l'ancien président, dont on apprécie toujours sa fougue et sa verbe. Et il me semble que nous devons plutôt réfléchir sur une décennie où la qualité de vie des citoyens soit vraiment prise en compte. Le logement, c'est un des aspects de la qualité de vie. Quand j'ai commencé à réfléchir sur les temporalités urbaines, ma réflexion était sur le droit des cités, dans le sens du droit d'exister. Le problème, c'est l'existence urbaine, comment elle se matérialise et quelle qualité de vie on offre aux habitants dans une commune. Et notre réflexion est venue sur le fait qu'il y avait 6 choses élémentaires et pourtant difficiles à avoir dans une proximité qui sont le logement, certes, le travail, pouvoir faire ses courses, le droit à la santé physique et mentale, le droit à l'éducation et à la culture et le droit au repos. Donc on peut avoir des logements, mais si on continue à penser, Edgar Morin nous dit, on pense la ville toujours de manière verticale et segmentée. Et donc, cette vision de Nicolas Sarkozy, quand il nous dit les 10 années, c'est le transport, 10 prochains, c'est le logement, alors les 10 d'après, c'est l'éducation, et dans 20 ans, ça sert à la santé. Elle est où la liste? Non. Il faut revenir aux fondamentaux. Les droits d'exister, la qualité de vie. Et Richard Sennett, un grand sociologue anglais, dans la préface d'un livre que je sors dans quelques semaines qui s'appelle « Droit des cités de la ville-monde à la ville du quart d'heure », il dit la ville comporte les vices et la vertu. La vertu, c'est la densité. Les vices, c'est les distances. Je trouvais assez beau ce qu'il disait Richard, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre densité et promiscuité. La densité, elle est indispensable à notre ville aujourd'hui. Mais on a besoin d'une densité organique, c'est-à-dire une densité qui se construit avec des matériaux nobles, qui se construit avec de l'architecture naturelle, qui apporte de l'éclairage, qui apporte du confort, qui a des connecteurs verts. Mais elle a besoin également, dans cette densité organique, d'offrir de la qualité de vie. Comme je le disais tout à l'heure, le droit à la santé, à l'éducation, à la culture. Et c'est ça qu'on cherche avec la ville des quarts d'heure, c'est-à-dire avoir dans la proximité cet ensemble de services pour que la distance ne soit plus le vice de la ville, mais pour que ce soit une opportunité d'équilibrer une ville qui est inégalitaire, qui est segmentée, qui est fragmentée et dans laquelle nous sommes dans l'exclusion la plus totale. Donc on a besoin de rééquilibrer
les paysages urbains. Et notre proposition de la temporalité urbaine avec la ville du quart d'heure, c'est de chercher effectivement à offrir une qualité de vie intégrale. Nous, on appelle ça la haute qualité de vie sociétale. On travaille à la Sorbonne sur un index HQS qu'on appelle haute qualité de vie sociétale qui permet de mesurer les avancées que nous faisons dans ce sens-là et de créer des vrais écosystèmes qui ne soient pas les écoquartiers des bobos que c'est les pays chers, mais où la commune et les maires jouent un rôle de régulateur. Et là-dessus, Carlos Moreno, parce qu'il y a eu des critiques sur ce concept de la ville du quart d'heure, parce que certains ont dit, mais ça y est, ça va coûter très cher, ça veut dire qu'on va devoir revoir même des équipements à tous les quarts d'heure, enfin en tout cas avec un nouveau maillage. Alors que, quand vous éclairez ce concept, finalement, c'est plutôt déjà utiliser toutes les ressources de la ville qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Absolument. Je l'ai dit au effort. D'une part, il ne s'agit pas de vivre dans l'entre-soi, il s'agit de récupérer un temps aujourd'hui gaspillé dans des très mauvaises conditions pour faire de très longs déplacements et dans lesquels nous n'avons pas accès à des choses qui sont essentielles. Et donc, il ne s'agit pas de faire des investissements pour construire encore plus et aller encore plus loin. Il s'agit déjà de connaître ce qu'on appelle les ressources cachées de la ville. Il y a énormément de ressources qui ne sont plus utilisées, qui sont peut-être utilisées pas comme on pourrait les faire. Et c'est donc, on dit, un lieu, plusieurs usages, chaque usage de nouveaux possibles. Et impliquer les citoyens pour de nouveaux possibles, avec des budgets participatifs, avec des propositions pour qu'on puisse utiliser différemment des choses qui sont désuètes et qu'on peut utiliser mieux. Utiliser l'espace public pour la vie et non pas pour les voitures, pas pour les diesels, pas pour s'empoisonner, d'ouvrir les pistes cyclables, de créer de nouveaux modèles d'usage, de faciliter les recyclages, la deuxième vie, la troisième vie des objets, d'offrir avec de nouvelles technologies aussi l'accès à des services que nous allons chercher loin. Alors justement, Mathieu Notin, cette ville du quart d'heure, est-ce qu'elle est applicable sur la commune de Saint-Denis ? Est-ce qu'elle est applicable aujourd'hui ? Non, pour une raison principale qui est due à la pendularité des mouvements à l'intérieur de l'Île-de-France, notamment entre l'endroit où on habite et l'endroit où on travaille, essentiellement. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut penser, moi ce que je vois de formidable dans ce qu'on discute aujourd'hui, c'est vraiment, on a besoin de guides, de savoir vers où on va et vers où on a envie d'aller. Et pas d'être dans une société finalement une conception assez anarchique où c'est le plus fort qui gagne et finalement qui gagne la manière dont se construit la ville. La ville, elle a besoin de temps. L'ergonomie d'une ville, ça se construit au fur et à mesure. Et moi, je crois que tous ceux qui ont essayé de faire des paris sur d'être plus fort que l'ergonomie et plus fort que des fois des centaines de milliers d'années sur la question de comment on se déplace dans la ville, c'est quand même rare qu'ils aient gagné à la fin. Donc à la fois, on a besoin de temps, mais on a besoin de savoir où on va. Moi, c'est ça qui me plaît dans notre discussion là et dans les travaux que tu mènes, voilà, c'est que ça peut nous donner cette perspective. Après, la réalité aujourd'hui, effectivement, cette perspective, elle s'inscrit dans une réalité. La réalité de Saint-Denis, c'est effectivement 30% du centre-ville qui est de l'habitat indigne. Comment est-ce qu'on règle ça ? Parce que sinon, effectivement, si on s'attaque pas à ça, si on s'attaque pas au fait que 38%, pour le coup, là, des gens qui habitent dans Saint-Denis vivent sous le seuil de pauvreté, et si on s'attaque pas aux questions de sécurité, vous pouvez aller voir les citoyens avec la ville du quart d'heure, de la demi-heure, de l'avant, de l'arrière et tout ça, et c'est pas entendable. Donc et là on retrouve les fractures que j'évoquais, où on a quand même construit l'Île-de-France et la métropole avec des zones où ça arrangeait très bien tout le monde, que chacun ait sa bonne petite spécialité, chacun bien rangé dans son coin. Et voilà, on voit aujourd'hui que ce modèle, il ne marche plus parce que la pression sociale exercée sur Paris fait qu'on doit construire autre chose. Si on veut pas aller au-devant d'antagonismes sociaux majeurs, il faut qu'on travaille ensemble pour créer ces équilibres. Moi, je pense que la ville équilibrée, pour faire le lien avec ce que disait à l'instant Carlos, elle doit réunir à la fois l'intensité que tu évoques et une forme d'harmonie au quotidien, parce que la ville est quand même trop souvent vue dans cette période de crise, vécue comme oppressante. Mathieu Notin, parlons quand même des JO qui ont beaucoup été débattus durant toute la journée. Encore, le préfet de région en a parlé il y a quelques instants.
Comment faire de ces JO un vrai levier de transformation pour votre commune? J'imagine que vous en avez parlé durant votre campagne municipale. En quoi ça peut venir changer le quotidien des habitants de Saint-Denis pour demain? Puisque le sujet de ce débat, c'est aussi la question de l'aménagement durable. Et en quoi ça va améliorer la qualité de vie de vos habitants? Il y a deux choses. D'abord, il y a ce qui est déjà décidé, ce qu'on travaille, parce que moi, je m'occupais de ce dossier au département de la Seine-Saint-Denis depuis de plusieurs années maintenant, sur les aménagements physiques. Oui, les aménagements physiques, ils sont importants. C'est important de bien penser les choses à l'échelle d'un quartier comme celui de Universène, du village olympique. D'ailleurs, on a encore quelques débats avec Vinci sur le sujet, comme quoi les choses ne sont pas terminées. Et l'urbanisme, moi, j'ai pour habitude de dire que c'est une matière vivante. Voilà. Et donc, il faut toujours la travailler, l'aménager jusqu'au bout, notamment pour penser sa vie future et le fait qu'elle soit suffisamment agile et adaptable jusqu'au bout des projets d'urbanisme. Mais les JO, c'est une chance incroyable pour tout ce qui va être construit et surtout, j'allais dire aussi, pour la dynamique de fierté que ça peut représenter pour la population d'accueillir les Jeux Olympiques. Quand on a visité avec le président du département Stéphane Troussel, les capitales européennes qui ont accueilli les JO, Londres, Barcelone, Athènes, le mot-clé qui revient dans chacune de ces trois capitales, c'est la question de la fierté, en termes de principal héritage. C'est pour ça que l'héritage des JO, c'est pas après. L'héritage, c'est maintenant qu'il est à construire. C'est comment est-ce que, grâce à ces JO, on crée cette dynamique positive sur le territoire qui va rejaillir, qui va donner envie de créer une entreprise, donner envie à quelqu'un de venir l'installer ici. Et c'est ça qu'on essaie de susciter. Madame la maire de Cachan, vous n'aurez pas sur votre territoire, je crois, des compétitions de JO, mais vous avez notamment quand même de très belles écoles sur votre territoire. On n'a peut-être pas parlé suffisamment de ces jeunes étudiants qui vont vivre des moments difficiles dans cette rentrée, bien sûr de l'accès à l'entrée à l'emploi, mais tout simplement aussi de la condition qui s'est dégradée des étudiants de manière générale depuis ces dernières années. Comment, à Cachan, justement, vous pouvez leur donner cette qualité de vie qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs et quel est votre enjeu, justement, dans une volonté aussi de mixer cette population à la fois à l'échelle de votre commune? Alors c'est vrai qu'à Cachan, on a de nombreuses écoles d'enseignement supérieur, mais aussi le départ de l'ENS qui est parti sur le plateau de Saclay dans une logique de cluster scientifique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi dans nos territoires que l'enseignement supérieur et la recherche doivent pouvoir rester et s'implanter, parce que ça fait aussi la richesse, la mixité, l'intensité dont vous parliez, de pouvoir accueillir dans une ville, certes des habitants, certes du développement économique, mais aussi du savoir, de la connaissance, de la culture, de l'éducation, etc. Donc oui, il y a une population étudiante importante à Cachan, mais je dirais que ça rejoint un peu le débat qu'il y avait là, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des populations étudiantes, mais moi je pense à tout le monde en fait. Comment on fait en sorte que les gens vivent ensemble sur un territoire, se côtoient, partagent autre chose que de se lever le matin, aller travailler et revenir le soir. Et je suis d'accord que structurellement, notre métropole, elle est faite comme ça et que donc c'est difficile. Mais moi je pense que le rôle des collectivités, des maires en matière d'équipement public, culturel, sportif, de services publics et aussi de s'occuper de l'ensemble des problématiques que vous posez, y compris la santé. On n'est pas compétent en matière de santé en tant que tel, mais moi je considère que la désertification médicale, c'est un problème que les élus locaux doivent prendre à bras le corps pour accompagner des projets, pour faire en sorte qu'il y ait des médecins dans nos villes. Je pense que c'est vrai particulièrement dans nos villes en l'occurrence, et moi on est à 2 km de Paris. Donc comment on fait en sorte d'offrir ça, d'offrir un cadre de vie qui soit aussi apaisé, qui permette aux gens de profiter de la ville et de la vie ensemble. Et puis, bon, il y a la question des commerces, des centres-villes, tous ces sujets-là qui sont effectivement très importants à prendre dans une acception un peu globale. Et je crois que ce qui est très important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire la ville sans les habitants. Et que si on fait la ville sans les habitants, on fait peut-être ce qu'on a fait dans les décennies qui ont précédé. Et qu'aujourd'hui, toute l'expertise habitante, pas uniquement l'expertise d'usage d'ailleurs, mais parce que les gens ont eu un avis sur leur ville et qu'ils s'y sentent bien
quand ils en définissent le devenir. Et qu'on doit absolument aujourd'hui faire ce travail avec eux. Et moi, c'est ce que je fais avec les habitants et les étudiants, beaucoup qui vont arriver, qui ne sont pas encore là, puisqu'il y a des nouvelles écoles qui viennent s'installer à la place de l'ENS de Cachan et qui vont durablement s'installer, et un nombre d'étudiants qui va même doubler. Comment ces gens-là, on leur explique qu'ils sont chez eux et qu'ils ont la maîtrise du devenir de la ville dans laquelle ils sont. On va justement conclure avec Rémi Vial-Collet et Carlos Moreno sur cette question de la démarche participative. Tout d'abord, Rémi Vial-Collet, cette démarche participative, elle prend de plus en plus de l'importance. Les maires ont beaucoup évolué, même sur le dernier mandat des 6 dernières années. On a vu qu'il y a eu une vraie évolution dans la capacité justement de jouer un rôle de médiation dans les quartiers, dans les projets urbains. Souvent, est-ce que c'est un temps gagné sur les projets? Parce que sans démarche participative, il y a toujours ensuite beaucoup de recours et beaucoup de conflits dans les quartiers. Comment, avec le recul que vous avez, c'est-à-dire à la fois accélérer sur la nécessité de pouvoir accompagner les maires dans leurs projets urbains et à la fois cette démarche qui devient aujourd'hui essentielle? Quel est votre retour justement d'expérience en tant que directeur régional de Vinci Immobilier? Alors, sur le participatif, sur le fait que les gens veulent avoir mot à dire sur là où ils vont habiter, etc., c'est pas nouveau, ça prend une ampleur, ça s'accélère de manière assez exponentielle. Hein. Donc, effectivement, ça a commencé par je veux pouvoir configurer mon logement, donc on a fait des immeubles configurables, je veux pouvoir configurer les usages, partager des espaces, et le vivre ensemble a commencé. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on sent qu'il y a ce besoin et cette envie de vivre ensemble, là où avant, on était plutôt sur le chacun chez soi, mon petit jardin, avec ma petite clôture, etc. Donc, c'est vrai que là, ça prend une ampleur parce que maintenant, on est sur des systèmes où moi, j'aurais jamais pensé, il y a quelques années, faire une opération où on a du bail réel solidaire d'un côté, de l'accession à la propriété de l'autre sur le même immeuble et tout ça en co-conception, par exemple. J'aurais jamais pensé qu'on puisse le faire. Donc, il y a plein de choses à essayer pour faire relever le challenge de la cohésion de l'Île-de-France, au final, hein, du territoire. Après, sur le côté politique, le fait que ça vienne faire gagner du temps, sûrement, on n'a pas des recours partout, hein, mais le seul moyen de gagner du temps, c'est que les élus dont on est partenaire soient moteurs. Et nous, on est là en support lorsque ces projets sont d'ampleur parce qu'ils viennent transformer une zone de la ville où il n'y avait pas grand-chose, où ça vient changer le quotidien. Si on ne les aide pas à porter le projet, ça aboutira pas. Donc, et il faut que ce projet, il apporte quelque chose aux gens, certes qui vont habiter dedans, mais aux riverains. Donc c'est l'enjeu. Et aujourd'hui, je me vois mal, moi en tout cas, dans ne pas être en partenariat complet avec les élus et arriver avec un projet complètement hors sol et non intégré au voisinage. Pardon. C'est parce que vous appartenez à la nouvelle génération justement de ces acteurs. Carlos Moreno, pour conclure, on a écouté nos maires à la fois de Saint-Denis et de Cachan. La démarche participative vient conclure un petit peu cette émission. Je sais que vous défendez beaucoup cette idée de pouvoir beaucoup mieux associer les populations du quartier, parce que c'est une façon de toute manière de pouvoir les impliquer, les associer et certainement pouvoir justement développer ce vivre ensemble dont on voit les aspirations de plus en plus se développer. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui dans tous les lieux donc où les gens résident, où ils habitent. Si on ne veut pas que ce soit des lieux d'un anonymat, d'un stress, et dans la prise de distance de chacun avec cette difficulté de bien vivre, de donner la possibilité aux gens de s'impliquer et dans la vie, non seulement des quartiers, mais également dans certaines décisions qui sont prises. Moi, je suis, depuis Porto Alegre, convaincu de l'importance sociale des budgets participatifs. Donc moi, je considère que c'est un instrument important, indépendamment du montant qu'on donne. C'est le fait que ça génère des projets. Et on a des expériences à Londres dans lesquelles on fixe un montant et il est doublé ou triplé en fonction du nombre de personnes qui participent à l'élaboration des projets. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant. Je crois beaucoup à ces populations jeunes, étudiantes. J'ai eu le plaisir de faire étudier dans vos 2 communes. J'étais ancien élève de Vincennes à Saint-Denis, de l'ENS à Cachan. Donc j'ai fait les 2. Et ces étudiants, c'est également un capital extrêmement riche
cette jeunesse que nous devons aussi canaliser pour le faire des propositions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un déficit des participations. La démocratie, ce n'est pas aller voter. La démocratie, c'est s'impliquer pour participer aux décisions. Et la démocratie, c'est également de l'action. On a besoin de démocratie d'action, bien au-delà de la démocratie du vote. Et cette défaillance aujourd'hui, nous devons la corriger si nous voulons éviter que ces fractures sociales qui sont présentes aujourd'hui continuent à s'agrandir. Et la démocratie d'action, elle passe par la reconquête de la proximité, de l'espace public et de tous les lieux dans lesquels on peut échanger avec les gens pour construire un autre avenir. Merci Carlos Moreno, on remercie nos maires, merci Mathieu Hanotin, merci justement Hélène de Comarmont. On vous souhaite plein de succès dans ce nouveau mandat municipal, certainement passionnant. Merci à Rémi Vialcollet pour plein d'innovations dans les projets urbains. Merci Carlos Moreno, on vous retrouve très bientôt à l'ETI La Sorbonne. Merci à vous, bonne soirée. Merci.